Maman, ma femme a annulé ton billet. Elle dit que tu nous déranges. Ces mots-là, je les ai entendus un mardi soir de décembre 2024, à 19 heures précises. Je venais de rentrer du marché. J'avais acheté des clémentines, du pain aux noix et cette petite confiture de figues que mon fils adorait quand il était petit. Je pensais les apporter pour le réveillon. Mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Le nom d'Orian s'est affiché. Mon cœur s'est serré, comme toujours quand il m'appelle. Pas de peur, juste cet amour immense, ce lien que rien ne pourra jamais défaire. Du moins, c'est ce que je croyais. Maman, sa voix était tendue, embarrassée. Je l'ai senti tout de suite. Oui, mon chéri, tout va bien? Il y a eu un silence, pas un silence ordinaire, un silence qui pèse, un silence qui annonce quelque chose qu'on ne veut pas dire. Écoute, pour Saint-Tropez, il y a eu un changement. J'ai souri malgré moi. Saint-Tropez, cette magnifique villa que j'avais trouvée après des semaines de recherche, vue sur la mer, 6 chambres, 12 personnes, toute la famille réunie pour fêter la nouvelle année ensemble. J'avais tout organisé, les vols, les transferts, les restaurants réservés pour le 31, tout payé, mon cadeau pour eux, pour nous. Un changement? Quel genre de changement? Éléonore, elle pense que... Enfin, elle trouve que... Il cherchait ses mots. Mon fils, qui a toujours su me parler de tout, cherchait ses mots. Elle trouve que tu serais peut-être plus à l'aise à la maison, que le voyage, c'est fatigant pour toi, qu'on serait nombreux et que... Orian, oui? Dis-moi la vérité. Nouveau silence, plus lourd encore. Elle a annulé ton billet. Elle dit que tu nous déranges. Voilà, c'était dit. Tu nous déranges. 3 mots, prononcés par mon fils, sur ordre de sa femme. 3 mots pour effacer 33 ans d'amour inconditionnel. 33 ans depuis que j'ai tenu Orian dans mes bras pour la première fois. 33 ans depuis que j'ai juré de toujours être là pour lui. Je me suis assise, lentement. La chaise en bois a grincé sous mon poids. Mes mains tremblaient. Pas de colère, pas encore. Juste ce vide immense qui s'ouvre dans la poitrine quand on réalise qu'on vient de perdre quelque chose qu'on croyait éternel. Maman, tu es là? Oui, je suis là. Je suis désolée. Vraiment. Mais tu sais comment elle est. Si je refuse, elle va encore... C'est bon, Oriane. C'est bon. Ma voix était calme. Trop calme. Cette fausse sérénité qu'on adopte quand on ne veut pas montrer qu'on saigne. Tu es sûre? Parce que si tu veux, on peut... Non, profitez bien. Tous les 12, passez un merveilleux réveillon. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Il a raccroché, soulagé. Et moi, je suis restée là, seule, avec mes clémentines, mon pain aux noix, ma confiture de figues, et cette carte bancaire posée sur la table qui portait encore la trace du dernier paiement. Réservation Villa Azur, Saint-Tropez, 15 800 €. Tout était payé. Les billets d'avion, la villa, les voitures de location, les restaurants, les activités. J'avais même réglé une dégustation de vin pour le groupe et réservé un photographe pour immortaliser ce moment en famille. Mon cadeau, pour une famille qui venait de m'exclure. Je me suis levée, j'ai rangé les courses, j'ai bu un verre d'eau, j'ai éteint les lumières du salon et je me suis couchée, comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi, parce que dans le noir, une question tournait en boucle dans ma tête. Quand est-ce que je suis devenue celle qui dérange? Je m'appelle Garance Louvel, j'ai 61 ans. Et ce soir-là, j'ai compris qu'il existe une douleur pire que la trahison. C'est d'être effacé par ceux qu'on aime. Mais ce que mon fils ignorait, c'est que j'avais encore une carte à jouer. Une seule. Et elle allait tout changer. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé le plafond de ma chambre. Les ombres que faisait le lampadaire de la rue à travers les rideaux, ces mêmes ombres que je regardais il y a 33 ans, quand Oriane pleurait et que je le berçais pendant des heures. 33 ans. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Je me suis levée vers 5 heures du matin. J'ai fait du café, fort, noir, et je me suis assise à la table de la cuisine avec une vieille boîte en métal que je gardais dans le placard depuis des années. Une boîte à biscuits anglais, rouge et doré, que ma mère m'avait offerte dans les années 90. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines de photos. J'ai sorti la première, Orian, 3 mois, emmitouflé dans une couverture blanche que j'avais tricotée moi-même. Ces petits yeux noirs qui me fixaient avec cette intensité que seuls les nouveau-nés possèdent. Cette photo avait été prise en mars 1992, dans notre petit appartement de Marseille. 42 mètres carrés, un salon-cuisine, une chambre, une salle de bain minuscule. Son père venait de partir, pas mort, juste parti. Un matin de février, il m'avait dit qu'il n'était pas prêt pour être père, pas prêt pour cette vie. Il avait 27 ans, moi, 28. J'étais enceinte de 8 mois. Il a pris son sac, ses affaires, et il est sorti.
Je ne l'ai jamais revu. Pendant des années, j'ai cherché à comprendre. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi je n'avais pas été assez bien pour qu'il reste? Mais quand Oriane est née, toutes ces questions se sont envolées. Parce que dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Un amour pur, inconditionnel, éternel. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai continué à feuilleter les photos. Oriane a 6 ans, son premier jour d'école. Pull bleu marine, cartable trop grand pour lui. Ce sourire timide qui me faisait fondre. Oriane a 10 ans, lors de notre premier vrai voyage ensemble. Une semaine en Bretagne. J'avais économisé pendant 8 mois pour payer cette semaine. Nous dormions dans une petite chambre d'hôte. Il voulait ramasser des coquillages tous les matins. Il en avait tellement rempli son sac que je devais porter la moitié dans le mien. À 14 ans, avec son premier vélo. À 17, le jour de son baccalauréat. À 21, sa remise de diplôme en école de commerce. Chaque photo, c'était un morceau de ma vie. Chaque photo, c'était un sacrifice. Parce que j'ai travaillé pour nous deux. J'ai été secrétaire dans une compagnie d'assurance pendant 26 ans. Levé à 6 heures, rentré à 19 heures. Parfois plus tard, quand il y avait des dossiers urgents. J'ai dit oui à toutes les heures supplémentaires. J'ai accepté tous les remplacements, tous les week-ends de garde. Pas par ambition, par amour. Pour qu'Oriane ne manque de rien. Pour qu'il puisse étudier où il voulait. Pour qu'il ait les mêmes chances que les autres enfants. Ceux qui avaient 2 parents. Ceux dont les mères ne recomptèrent pas les pièces de monnaie avant de passer à la caisse du supermarché. Je me souviens encore du jour où il m'a annoncé qu'il voulait faire une école de commerce à Paris. Il avait 18 ans. C'était l'été 2010. Nous étions assis sur le balcon de notre appartement. Le soleil se couchait sur les toits de Marseille. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur s'était serré. Quand un fils commence comme ça, une mère sait que c'est important. Paris a accepté mon dossier. L'ESSEC, c'est une des meilleures écoles. J'avais souri, fière, tellement fière. C'est merveilleux, mon chéri. Mais c'est cher. Les frais de scolarité, le logement, tout. Combien? Il avait baissé les yeux. Environ 12 000 € par an, juste pour l'école, sans compter le reste. 12 000 €. À l'époque, je gagnais 1 900 € par mois. Mais je n'ai pas hésité une seule seconde. On va trouver une solution. Tu vas y aller. Maman, c'est trop. Je peux travailler. Je peux... Non, tu vas étudier. C'est tout. Et j'ai tenu parole. J'ai pris un crédit, j'ai revendu la voiture, j'ai déménagé dans un appartement encore plus petit, 32 mètres carrés, pas de balcon, vue sur un mur gris, mais peu importait, parce qu'Oriane avait son avenir devant lui. Pendant 3 ans, je lui ai envoyé de l'argent tous les mois, pour le loyer, pour les livres, pour qu'il puisse sortir avec ses amis, pour qu'il ne se sente pas différent. Il m'appelait tous les dimanches. « Comment tu vas, maman ?»« Très bien, mon chéri. »« Et toi ?»« Super. On a eu une soirée incroyable hier soir. On est allé dans un restaurant japonais génial. C'est bien. Amuse-toi. » Je ne lui disais jamais que je mangeais des pâtes tous les soirs, que j'avais annulé mon abonnement à la salle de sport, que je marchais 1 heure pour aller au travail pour économiser les tickets de bus, parce que son bonheur valait tous les sacrifices. En 2013, il a eu son diplôme. Il a trouvé un travail dans une entreprise de conseil à Paris. Un bon salaire, un bel appartement dans le 10e arrondissement, une nouvelle vie. Et moi, j'étais heureuse, vraiment heureuse. Parce que j'avais réussi. Mon fils avait tout ce dont il avait besoin, tout ce que je n'avais jamais eu. Puis, en 2017, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Éléonore. Elle travaille dans la même entreprise que moi. Tu vas l'adorer, maman. J'ai posé la photo, celle où nous étions tous les deux en Bretagne. Ses petites mains pleines de sable, mon bras autour de ses épaules. Et j'ai pensé à cette phrase qu'il m'avait dite la veille. Elle dit que tu nous déranges. Mes mains ont commencé à trembler. Pas de colère, de chagrin. Parce que j'ai compris quelque chose ce matin-là, à 5 heures passées, devant ma boîte de photos et mon café noir. J'ai compris qu'on peut tout donner à quelqu'un, son temps, son argent, sa vie entière. Et qu'un jour, ce même quelqu'un peut vous regarder droit dans les yeux et vous dire que vous dérangez. Comme si vous n'aviez jamais existé. Comme si rien de tout cela n'avait compté. J'ai refermé la boîte, lentement. J'ai bu la dernière gorgée de mon café. Et je me suis dit une chose, une seule. Je ne vais pas pleurer. Pas encore, parce qu'il me restait une dernière chose à faire avant de laisser cette douleur m'envahir. Une dernière chose qui allait leur montrer exactement ce que signifie le mot « déranger ». La première fois que j'ai rencontré Éléonore, c'était en août 2017. Oriane m'avait invité à Paris pour un week-end. Il voulait me la présenter. J'avais pris le TGV un vendredi matin, 3 heures de trajet. J'avais mis ma plus belle robe, bleu marine, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'avais même acheté un nouveau rouge à lèvres, parce que je voulais faire bonne impression. Je voulais qu'elle m'aime, qu'elle voie en moi une alliée, une amie, peut-être même, un jour, une seconde mère.
Oriane m'attendait à la gare, grand, élégant. Mon petit garçon était devenu un homme, costume gris, cheveux bien coiffés, ce sourire que je connaissais par cœur. Maman, il m'a serré dans ses bras, fort, comme quand il était petit et qu'il rentrait de l'école. Tu es magnifique, toi aussi mon chéri. Nous avons marché jusqu'à un café près de la gare de Lyon. Un endroit chic, nappe blanche, serveur en gilet noir, le genre d'endroit où je n'allais jamais à Marseille. Elle était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, cheveux blonds attachés en chignon, tailleur beige impeccable, lunettes de soleil relevées sur la tête. Elle tapotait sur son téléphone avec des ongles parfaitement manucurés. « Éléonore, voici ma mère. Maman, voici Éléonore. » Elle a levé les yeux, m'a regardé de haut en bas, une fraction de seconde. Juste assez pour que je sente ce regard qui scanne, qui évalue, qui juge. Puis elle a souri. Un sourire parfait, calculé, professionnel. Enchantée, Garance. Oriane m'a tellement parlé de vous. Sa poignée de main était ferme, presque trop, comme si elle voulait montrer quelque chose dès le premier contact. Nous nous sommes assises. Oriane rayonnait. Il était heureux, amoureux. Je voyais dans ses yeux cette lueur qu'ont les hommes quand ils ont trouvé celle qu'ils veulent épouser. « Alors, Garance, vous vivez toujours à Marseille ?»« Oui, depuis toujours. C'est charmant, Marseille. Un peu bruyant peut-être, mais charmant. » Sa voix était douce, polie. Mais il y avait quelque chose dedans, quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Du mépris, subtil, enrobé de courtoisie, mais présent. « Et vous travaillez dans quoi déjà ?» Oriane me l'a dit, mais j'ai oublié. « Je suis secrétaire, dans une compagnie d'assurance. »« Ah oui, c'est bien ça, un travail stable. » Le mot « stable » était sorti de sa bouche comme on dit « ordinaire » ou « sans intérêt ». Oriane n'a rien remarqué. Il parlait de leur rencontre, de leur premier dîner, de leur projet. Il était ailleurs, dans cette bulle que forment les amoureux. Éléonore, elle, me regardait, vraiment, comme on regarde quelqu'un qu'on étudie, qu'on analyse, qu'on classe dans une catégorie. Et vous, Éléonore, parlez-moi de vous. D'où venez-vous? Paris 16e. Mes parents ont un appartement avenue Foch. J'ai fait Sciences Po, ensuite un master en finance à Londres. J'ai travaillé 2 ans chez LVMH avant de rejoindre ma boîte actuelle. Elle disait tout cela avec une légèreté étudiée, comme si c'était banal, évident, comme si tout le monde grandissait avenue Foch et faisait Sciences Po. C'est impressionnant. Oh, vous savez, c'est assez commun dans mon milieu. Voilà, ces mots-là. Dans mon milieu. Pas notre milieu, son milieu. Un milieu dont je ne faisais visiblement pas partie. Le déjeuner a duré 2 heures. Éléonore a parlé de ses voyages. Dubaï, New York, Tokyo. Elle a parlé de restaurants étoilés, de vernissages, de soirées caritatives où elle côtoyait des gens importants. Oriane écoutait, fascinée. Et moi, je souriais, je posais des questions, je hochais la tête. Je jouais mon rôle de future belle-mère bienveillante et discrète. Mais à l'intérieur, quelque chose se serrait, parce que je voyais bien ce qui se passait. Éléonore ne me voyait pas comme une égale. Elle me voyait comme un problème, un poids, une femme de province, sans diplôme prestigieux, sans relations, sans argent. Une femme qui n'avait rien à offrir à son futur mari, sinon un amour démodé et encombrant. En fin d'après-midi, Oriane m'a raccompagnée à la gare. « Alors, elle est géniale, non ?»« Oui, mon chéri, elle est impressionnante. Je suis tellement content que vous vous soyez rencontrés. Elle était un peu nerveuse, tu sais. Elle voulait vraiment que tu l'aimes. » J'ai souri. Parce que c'était faux. Éléonore n'était pas nerveuse. Elle était en contrôle, total. Et elle venait de décider que je n'avais pas ma place dans leur vie. Je l'avais vu dans ses yeux, dans sa façon de parler de son milieu, de ses voyages, de ses amis. Jamais une fois elle n'avait dit « nous ». Jamais une fois elle n'avait posé de vraies questions sur moi, sur ma vie, mon histoire, ce que j'avais fait pour qu'Oriane devienne l'homme qu'il était. Pour elle, j'étais déjà transparente. Un détail à gérer, un obstacle à contourner. Le train est parti. J'ai regardé Paris disparaître derrière la vitre, les immeubles haussmanniens, les toits gris, cette ville où mon fils avait construit sa nouvelle vie. Une vie dont je sentais déjà que j'allais être progressivement exclue. Mais je me suis dit que j'exagérais, que c'était juste une première rencontre, que les choses allaient s'arranger, que l'amour d'Oriane pour moi était plus fort que tout, comme j'avais tort. Les mois suivants, j'ai vu la transformation, lente, subtile, mais implacable. Oriane m'appelait moins. Nos conversations du dimanche sont devenues des messages rapides. « Désolée maman, on a un brunch. On est invité chez les parents d'Éléonore. On part en week-end. » Toujours on, jamais je. Comme si Oriane avait cessé d'exister seul. En décembre 2017, ils se sont fiancés. Oriane m'a appelé le lendemain. « Maman, j'ai une grande nouvelle. J'ai demandé Éléonore en mariage. » Elle a dit oui,
Mon cœur s'est gonflé, de joie, de fierté. C'est merveilleux, mon chéri. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci, maman. On va organiser un grand mariage. Printemps 2019. Tu seras là, bien sûr. Évidemment. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait quelque chose que je ne voulais pas entendre. Tu ne seras pas la bienvenue. Et cette petite voix avait raison. Parce que, les mois qui ont suivi, j'ai découvert ce que signifiait vraiment être toléré. Pas aimé, pas respecté, juste toléré. Comme un meuble qu'on garde par politesse, mais qu'on préférerait jeter. Mais je n'ai rien dit. Parce que je ne voulais pas perdre mon fils. Parce que je croyais encore qu'avec le temps, Éléonore finirait par me voir autrement. Comme j'étais naïve. Le mariage a eu lieu le 23 juin 2019, un samedi, au château de Vaux-le-Vicomte. Vous connaissez? Ce château magnifique, à une 50aine de kilomètres de Paris. Jardin à la française, fontaine, dorures partout, 300 invités, orchestre, traiteur gastronomique, feux d'artifice à minuit. Un mariage de conte de fées, mais pas le mien. J'ai reçu mon carton d'invitation en mars, par la poste. Pas un appel d'Orient pour m'annoncer la date. Pas un message excité pour me raconter les préparatifs. Juste une enveloppe crème, avec mon nom écrit en lettres dorées. Madame Garance Louvel, seule, pas de et invitée. J'étais veuve de personne, célibataire depuis que le père d'Orient était parti, 33 ans plus tôt. Mais ce jour-là, j'ai compris que même si j'avais eu quelqu'un, on ne lui aurait pas donné de place, parce que je n'en valais pas deux. J'ai appelé Orient le soir même. Mon chéri, j'ai reçu l'invitation. C'est magnifique. Merci maman. Éléonore a tout organisé. Elle a un goût incroyable. Je vois ça. Le château de Vaux-le-Vicomte, c'est grandiose. Oui, ses parents ont insisté. Tu sais comment ils sont? Non, je ne savais pas. Parce que je ne les avais jamais rencontrés. Et pour l'hébergement, je peux réserver un hôtel dans le coin? Ah, oui. Attends, je regarde. Éléonore a négocié des tarifs dans un hôtel pas loin. Je t'envoie le lien. Il m'a envoyé un lien. 190 € la nuit. Pour une chambre simple. J'ai réservé 2 nuits. Parce qu'il y avait un dîner de répétition le vendredi soir. 380 €. Plus le train. Plus la robe que j'allais devoir acheter. Plus le cadeau. Mais peu importait. C'était le mariage de mon fils. Le vendredi 22 juin, je suis arrivée à l'hôtel vers 16 h. Une petite chambre au 2e étage. Vue sur le parking. Mais propre. Correct. Le dîner de répétition commençait à 20 h. Au château. J'ai mis ma nouvelle robe, rose pâle. Élégante, sans être trop voyante. Des escarpins beiges. Un collier de perles que ma mère m'avait offert pour mes 30 ans. Je voulais être belle. Je voulais qu'Orient soit fier de moi. Quand je suis arrivée au château, il y avait déjà une 50aine de personnes. Des rires, des verres de champagne, une ambiance décontractée et chaleureuse. Oriane était au centre, entourée d'amis. Éléonore à ses côtés, radieuse dans une robe blanche fluide. Je me suis approchée. « Bonsoir, mon chéri. » Il s'est retourné, m'a souri. « Maman, tu es venue. Tu es venue. » Comme si c'était une surprise, comme si la mère du marié pouvait ne pas venir au dîner de répétition. Bien sûr que je suis venue. Il m'a embrassé rapidement, sur la joue. Puis il s'est tourné vers ses amis. « Les gars, je vous présente ma mère. Maman, voici Julien, Maxime, Thomas, Sophie. » Une série de prénoms, de poignées de main, de sourires polis. Puis Orient est reparti dans sa conversation. Et je suis restée là, debout, mon verre de champagne à la main. Seule au milieu de 50 personnes qui se connaissaient toutes. Personne ne m'a adressé la parole. Personne ne m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais, comment j'allais. J'étais invisible, une ombre dans la lumière des autres. Au bout de 10 minutes, je me suis assise sur une chaise près d'une fenêtre. J'ai regardé les jardins, les fontaines illuminées, les gens qui riaient, et j'ai bu mon champagne en silence. À 20h30, on nous a appelés pour passer à table. Il y avait 5 grandes tables rondes, 10 personnes par table. Des petits cartons indiquèrent les places. J'ai cherché le mien. Table numéro 4, tout au fond de la salle, avec des cousins éloignés d'Éléonore que je ne connaissais pas. Oriane était à la table numéro 1, avec Éléonore, ses parents, ses témoins, ses meilleurs amis, à 15 mètres de moi. Je me suis assise. J'ai souri aux gens autour de moi. J'ai fait semblant d'écouter leurs conversations sur leur maison de campagne en Normandie, leurs enfants qui faisaient HEC, leurs vacances aux Maldives. Et pendant tout le dîner, je n'ai pas quitté Orient des yeux. Mon petit garçon, celui que j'avais bercé pendant des nuits entières, celui pour qui j'avais sacrifié mes économies, mes week-ends, mes rêves. Il riait, il portait des toasts, il embrassait Éléonore. Il ne m'a pas regardé une seule fois, pas une seule fois. Comme si j'étais un détail, un figurant dans son histoire. Le lendemain,
Le jour du mariage, les choses ont empiré. La cérémonie était prévue à 15 heures. J'étais là à 14 heures, assise au 3e rang, côté marié. Sauf que le premier rang était réservé aux parents de la mariée, le 2e aux témoins. Et moi, la mère du marié, j'étais au 3e, derrière des gens que je ne connaissais pas. Quand Orion est entré, mon cœur s'est arrêté. Il était magnifique, costume bleu marine, cravate grise, les cheveux coiffés en arrière, ce regard ému qu'ont les hommes le jour de leur mariage. Puis Éléonore est apparue, robe de dentelle blanche, traîne de 3 mètres, bouquet de pivoine blanche. Tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Elle a remonté l'allée au bras de son père, un homme distingué, cheveux gris, regard sévère. Il portait un costume sur mesure qui devait coûter plus que mon salaire mensuel. Et quand elle est arrivée à l'hôtel, quand son père l'a confiée à Orion, j'ai vu quelque chose. Un regard. Le père d'Éléonore a regardé son gendre avec fierté, puis il a balayé la salle du regard. Et quand ses yeux sont tombés sur moi, il y a eu un flottement, une fraction de seconde, comme s'il se demandait qui j'étais. Puis il s'est détourné. La cérémonie a duré 45 minutes. Belle, émouvante, des vœux écrits à la main, des larmes, des promesses d'amour éternel. À aucun moment, Orion n'a parlé de moi. Pas un mot, pas un remerciement, pas un regard vers le 3e rang où sa mère essayait de ne pas pleurer. Après la cérémonie, il y a eu le cocktail, puis le dîner, puis les discours. Le père d'Éléonore a parlé pendant 10 minutes, de sa fille, de son éducation, de ses valeurs, de l'homme exceptionnel qu'elle avait choisi. Le témoin d'Orion a parlé de leurs années d'école, de leurs voyages, de leurs fous rires. Éléonore a parlé de leur rencontre, de leur amour, de leur avenir. Et Orion a parlé de sa chance, de son bonheur, de cette famille extraordinaire qu'il rejoignait. Je remercie mes beaux-parents de m'accueillir dans leur famille. Je remercie mes amis d'être là. Je remercie Éléonore de m'avoir choisi. Pas un mot sur moi. Pas un mot sur celle qu'il avait élevée seule. Pas un mot sur les sacrifices, les nuits blanches, les crédits, les années de solitude. Rien. J'étais effacée, comme si je n'avais jamais existé. Le soir, après les feux d'artifice, je suis rentrée à l'hôtel, seule, en taxi. Pendant que 300 personnes dansaient jusqu'à l'aube, je me suis assise sur le lit, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai défait mon chignon. Et là, enfin, j'ai pleuré. Pas de rage, de chagrin. Parce que ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Mon fils avait honte de moi, de mes origines, de mon métier, de ma vie simple. Éléonore lui avait offert un autre monde, un monde de luxe, de prestige, de relations. Et dans ce monde-là, je n'avais pas ma place. J'étais celle qu'on cache, celle qu'on met au 3e rang, celle dont on ne parle pas dans les discours. Mais malgré tout ça, malgré cette douleur qui me déchirait la poitrine, je me suis dit que j'allais continuer à l'aimer, continuer à être là, parce que c'était mon fils, et qu'une mère ne renonce jamais, même quand son enfant l'oublie. Les années ont passé. 2020, 2021, 2022. Je les voyais de moins en moins, 1 ou 2 fois par an. Noël, parfois Pâques, des déjeuners rapides, des conversations superficielles. Éléonore parlait de leurs projets, leur nouvel appartement dans le 7e arrondissement, leurs vacances aux Seychelles, le voilier qu'ils voulaient acheter. Et moi, je souriais, je posais des questions, je m'intéressais, parce que je voulais rester dans leur vie, même à la marge, même en silence. Puis est arrivé décembre 2024. Et cette idée, organiser une grande réunion de famille pour le Nouvel An. Toute la famille, les cousins d'Orion, mes nièces, leurs enfants, 12 personnes, une semaine à Saint-Tropez, villa avec vue sur la mer, tout compris, mon cadeau, pour montrer à Éléonore que moi aussi, je pouvais offrir du rêve, que moi aussi, j'avais ma place dans ce monde qu'elle contrôlait. J'ai tout organisé, tout payé, 15 800 €, l'équivalent de 8 mois d'économie, mais ça valait le coup, parce que je voulais qu'Orion soit fier de moi, je voulais qu'il dise « Merci, maman ». Je voulais exister à nouveau. Et puis, ce mardi soir de décembre, le téléphone a sonné et tout s'est effondré. Après avoir raccroché ce mardi soir de décembre 2024, je suis restée immobile pendant 1 heure. Peut-être plus, je ne sais plus vraiment. Le temps s'était arrêté. Ma cuisine, ma table, ma tasse de thé refroidie, tout était exactement pareil qu'avant l'appel. Mais moi, j'avais changé. Quelque chose s'était cassé à l'intérieur. Pas d'un coup. Pas comme un verre qui tombe et explose. Non, plutôt comme une fissure, fine, presque invisible, mais qui traverse tout et qui ne se réparera jamais. Maman, ma femme a annulé ton billet. Elle dit que tu nous déranges. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Tu nous déranges. Pas, elle préfère que tu restes. Pas, on pense que ce serait mieux. Non,
Tu déranges, comme un meuble encombrant, comme un invité dont on ne veut pas, comme un poids qu'on traîne par obligation. J'ai ouvert mon ordinateur, lentement. J'ai cherché dans mes emails la confirmation de réservation. Villa Azur, Saint-Tropez, date 28 décembre 2024, 4 janvier 2025. 12 personnes. Montant total, 15 800 €. Tout était là. Les billets d'avion pour les 12. Marseille-Nice. Nice-Marseille. Aller-retour. La location de 3 voitures, parce qu'on ne pouvait pas tous tenir dans une seule. Les restaurants. J'avais réservé 4 dîners dans des établissements magnifiques. Vue sur mer, fruits de mer, champagne. L'excursion en bateau pour le 31 décembre. Une journée entière. Déjeuner inclus. Le photographe pour immortaliser le réveillon. J'avais même commandé des cadeaux personnalisés pour chacun. Des petites attentions. Parce que je voulais que tout soit parfait. 15 800 €. Mon compte en banque affichait maintenant 1 200 €. 1 200 € pour tenir jusqu'à la fin du mois de janvier, parce que ma retraite tombait le 5 février. Mais ça ne m'avait pas dérangé, parce que j'avais imaginé leur visage, leur joie, leurs remerciements. J'avais imaginé Orion qui me serrerait dans ses bras en disant « Merci maman, c'est incroyable ce que tu as fait ». J'avais imaginé qu'enfin, j'aurais ma place, pas au 3e rang, pas dans un coin, mais au centre, comme celle qui avait offert ce cadeau, comme celle qui comptait. Quelle idiote j'avais été. J'ai relu l'email d'Orion qu'il m'avait envoyé 3 semaines plus tôt. « Maman, c'est génial, toute la famille est hyper excitée. Éléonore dit que c'est une idée merveilleuse, les enfants n'arrêtent pas d'en parler. Tu es la meilleure, je t'aime, la meilleure. » 3 semaines plus tard, j'étais celle qui dérangeait. Qu'est-ce qui avait changé? Rien. Tout. Éléonore avait décidé que je n'avais plus ma place, et Oriane avait obéi, comme toujours. Depuis leur mariage, j'avais remarqué ce glissement progressif, cette façon qu'avait Oriane de dire « on » alors qu'il parlait d'elle, cette façon qu'il avait de reformuler ses opinions à elle comme si c'était les siennes. « Maman, on pense que tu devrais moderniser ton appartement. Maman, on trouve que tu devrais voyager plus. Maman, on se dit que tu travailles trop. On, toujours on, jamais je. » Comme s'il avait cessé d'exister en tant qu'individu. Comme s'il était devenu le prolongement d'Éléonore. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon. Dehors, il faisait nuit. Les lampadaires de la rue éclairaient les trottoirs vides. Marseille dormait. Et moi, je me demandais ce que j'allais faire. Accepter? Sourire et dire « ce n'est pas grave » faire comme si cette humiliation ne m'avait pas détruite? Pendant des années, c'est ce que j'avais fait. J'avais avalé les silences, les oublis, les exclusions. J'avais souri au 3e rang du mariage. J'avais fait semblant de ne pas remarquer que mon nom n'était jamais mentionné dans les discours. J'avais accepté d'être la grand-mère qu'on voit 2 fois par an, le temps d'un déjeuner rapide. Parce que je croyais que si je restais douce, patiente, discrète, les choses finiraient par s'arranger. Que l'amour reviendrait. Que mon fils se souviendrait. Mais ce soir-là, devant cette fenêtre, dans le noir de mon salon, j'ai compris quelque chose. L'amour ne revient pas. Pas quand on le piétine. Pas quand on le prend pour acquis, pas quand on l'efface petit à petit, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mon téléphone a vibré. Un message d'Orion. « Merci d'avoir compris, maman. Tu es vraiment formidable. On t'enverra plein de photos. Bisous. » J'ai relu ce message 5 fois. Merci d'avoir compris. Comme si j'avais eu le choix, comme si mon avis comptait. On t'enverra plein de photos. Pour que je puisse voir ce que j'avais raté. Pour que je puisse regarder ma famille profiter de vacances que j'avais payées, sans moi. Quelque chose est monté dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une clarté, froide, implacable. Une lucidité que je n'avais jamais eue auparavant. Pendant 33 ans, j'avais tout donné. Mon temps, mon argent, ma vie. Et pendant 7 ans, depuis l'arrivée d'Éléonore, j'avais tout accepté. Les humiliations, les silences, les oublis. Parce que je ne voulais pas faire de vagues. Parce que je ne voulais pas être celle qui dérange. Mais ce soir, j'avais compris. Peu importait ce que je faisais. Peu importait à quel point j'étais discrète, généreuse, compréhensive. Pour Éléonore, j'allais toujours déranger. Parce que ma simple existence lui rappelait qu'Orion avait eu une vie avant elle. Qu'il avait une mère qui l'avait aimée avant qu'elle n'arrive. Qu'il lui devait quelque chose. Et ça, elle ne pouvait pas le supporter. Alors elle m'effaçait, petit à petit, méthodiquement. Et Oriane la laissait faire. Par amour, par confort, par lâcheté. Peu importe. Le résultat était le même. J'étais seule. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché le numéro de la Villa Azur. Il était 22h30, trop tard pour appeler. Mais je ne pouvais pas attendre. Pas une nuit de plus, pas une minute de plus. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 3 fois. Villa Azur, bonsoir.
Margot à l'appareil. La voix était jeune, professionnelle, chaleureuse. Bonsoir, je m'appelle Garance Louvel. J'ai une réservation à votre nom. Du 28 décembre au 4 janvier. Réservation numéro VA 2024-1847. Oui, Madame Louvel, tout est en ordre. Nous avons bien votre groupe de 12 personnes. Vous arrivez samedi prochain? Mon cœur battait fort, trop fort. Justement, il y a un problème. Je ne vais pas pouvoir venir. Oh, je suis désolée de l'entendre. Vous souhaitez annuler la réservation? J'ai fermé les yeux. 1 seconde, 2, 3, et puis j'ai dit ce que je devais dire. Oui, je dois annuler. J'ai eu un malaise aujourd'hui. Je suis à l'hôpital. Les médecins me conseillent du repos complet. Je ne peux pas voyager. Ce n'était pas complètement faux. Mon cœur s'était brisé aujourd'hui. N'était-ce pas une forme de malaise? Je comprends, madame. J'espère que vous allez vous rétablir rapidement. Concernant l'annulation, vous savez que nous avons une politique stricte. La réservation a été faite il y a 2 mois, et nous sommes à moins de 10 jours de votre arrivée. Normalement, il n'y a pas de remboursement. Je sais. Mais compte tenu des circonstances médicales, est-il possible de faire un geste? Il y a eu un silence. Laissez-moi vérifier avec ma directrice. Je peux vous rappeler demain matin? Bien sûr. Parfait. Et pour le reste du groupe, ils maintiennent leur réservation? J'ai souri. Un sourire amer. Un sourire que personne ne pouvait voir. Non. Annulez tout. Toute la réservation. Les 12 personnes. Tout. Vraiment? Vous êtes sûre? Certaine. C'était mon cadeau. Si je ne peux pas être là, ça n'a plus de sens. Je comprends. Très bien. Je procède à l'annulation complète. Nous vous recontacterons demain concernant le remboursement partiel. Merci Margot. Je vous en prie, madame. Et bon rétablissement. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, pas de regret. Non, elles tremblaient parce que pour la première fois de ma vie, je venais de faire quelque chose pour moi. Pas pour Orient, pas pour maintenir la paix. Pour moi, pour ma dignité, pour cette partie de moi qui refusait d'être piétinée une fois de plus. J'ai regardé l'heure. 22h45. Dans 5 jours, Oriane et sa famille allaient arriver à l'aéroport de Nice. Ils allaient prendre leurs 3 voitures de location. Ils allaient rouler jusqu'à Saint-Tropez. Et quand ils arriveraient à la Villa Azur, quand ils diraient leur nom à l'accueil, on leur dirait « Désolé, la réservation a été annulée ». Et là, ils comprendraient. Ils comprendraient ce que ça fait d'être exclu, ce que ça fait d'être traité comme un détail, ce que ça fait de découvrir, au dernier moment, que ce qu'on croyait acquis n'existe plus. Mon téléphone était sur la table. Je savais qu'il allait sonner. Bientôt, très bientôt. Mais pas tout de suite, parce qu'il ne le saurait qu'en arrivant là-bas. Et d'ici là, j'avais 5 jours de paix, 5 jours avant la tempête. Je me suis levée, j'ai éteint les lumières, je suis allée me coucher. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément. Parce que j'avais posé un acte qui allait tout changer, pour eux et pour moi. Le mercredi matin, je me suis réveillée à 6 heures, comme d'habitude. Mais ce n'était pas un matin comme les autres. Quelque chose avait changé. L'air dans ma chambre semblait plus léger, les bruits de la rue, plus lointains. Comme si j'avais traversé une frontière invisible pendant la nuit. J'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai attendu. L'appel de Margot. Il est arrivé à 9h15. Bonjour, Madame Louvel. C'est Margot de la Villa Azur. Bonjour. J'ai parlé avec ma directrice ce matin. Compte tenu de votre situation médicale, nous acceptons de vous rembourser 50% du montant total, 7 900 €. Le virement sera effectué sous 5 à 7 jours ouvrés. 7 900 €. Ce n'était pas tout, mais c'était déjà ça. Merci Margot, c'est très généreux de votre part. Je vous en prie, nous espérons vous accueillir une prochaine fois dans de meilleures circonstances. Bon rétablissement, madame. Elle a raccroché. 7 900 € qui allèrent revenir sur mon compte, mais surtout, une réservation annulée, pour 12 personnes. Qui l'ignorait encore? J'ai regardé mon téléphone. Pas de message d'Orient, pas d'appel, rien. Depuis son message de la veille au soir, plus rien. Merci d'avoir compris, maman. Il était soulagé. Il avait géré le problème. Il pouvait maintenant profiter de ses vacances sans culpabilité, sans moi. Les jours suivants ont été étranges. Jeudi, vendredi, samedi. Je vivais dans une bulle, une sorte de suspension. Comme si le temps s'était arrêté entre 2 respirations. J'ai fait mes courses, j'ai lu, j'ai marché le long du vieux port, j'ai regardé les bateaux, les mouettes, les touristes qui prenaient des photos, et je n'ai pensé à rien. Enfin, si, j'ai pensé à ce qui allait se passer. Samedi, 28 décembre, 15 heures, leur vol atterrissait à Nice. 16h30, ils récupérèrent les voitures. 18 heures. Ils arrivaient à Saint-Tropez. 18h15. Ils entraient dans le hall de la Villa Azur. Bonjour, nous avons une réservation au nom de Louvel. Louvel? Laissez-moi vérifier.
Non, désolé, cette réservation a été annulée. Et là, le silence, la confusion, la panique. J'imaginais leurs visages. Oriane, Éléonore, les cousins, les nièces, les enfants. 12 personnes debout dans un hall d'hôtel, avec leurs valises, leurs espoirs, leurs projets de réveillon, et rien, plus de villas, plus de vacances, plus de rêves, juste la réalité, celle que j'avais vécue mardi soir, quand on vous efface. Vendredi soir, j'ai reçu un message d'Orient. « Salut maman, on décolle demain à 13h. Trop hâte, je t'enverrai des photos. Bisous. » J'ai regardé ce message pendant longtemps. Trop hâte. Mon fils était excité. Il allait passer une semaine de rêve. Grâce à moi, sans moi, j'aurais pu répondre, lui dire la vérité, le prévenir, mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'il ne m'avait pas prévenu, lui. Quand Éléonore avait décidé de m'exclure, il ne m'avait pas demandé mon avis. Il ne m'avait pas dit « Maman, qu'est-ce que tu en penses ?» Non, il avait obéi. Et il m'avait appelé pour m'annoncer le verdict. « Elle dit que tu nous déranges. » Alors moi aussi, j'avais pris une décision, seule, sans demander l'avis de personne. J'ai éteint mon téléphone. Samedi matin, je suis allée à la messe. Je ne suis pas particulièrement croyante. Mais ce jour-là, j'avais besoin de silence, de recueillement, d'un endroit où personne ne me poserait de questions. L'église était presque vide. Quelques personnes âgées, une famille avec 2 enfants, un homme seul au dernier rang. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai prié. Pas pour demander pardon. Je n'avais rien fait de mal. J'avais juste refusé d'être piétinée une fois de plus. Non, j'ai prié pour avoir la force d'assumer ce qui allait venir. Parce que je savais que mon téléphone allait exploser, que les appels allaient pleuvoir, que la colère, les reproches, les accusations allaient déferler, et qu'il faudrait que je tienne bon, que je ne cède pas, que je ne m'excuse pas, parce que je n'avais rien à me faire pardonner. À midi, je suis rentrée chez moi. J'ai préparé un déjeuner simple. Salade, fromage, pain. J'ai mangé lentement. À 13h, leur avion décollait. À 15h, ils atterrissaient. À 18h, ils découvriraient la vérité. Mon téléphone était toujours éteint. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine. Éteint, silencieux, comme un objet mort. Les heures ont passé. 14h, 15h, 16h. À 16h30, j'ai imaginé Oriane récupérer les clés des voitures de location. Parfait, monsieur Louvel. 3 véhicules. Voici vos contrats. Bonnes vacances. Il devait sourire. Plaisanter avec les cousins. Charger les valises. Installer les enfants sur les sièges arrière. Tout allait bien. Pour l'instant. 17h. Il roulait sur l'autoroute. Direction Saint-Tropez. Musique dans les voitures. Rire. Excitation. Dans 1 heure, on y est. J'ai trop hâte de voir la villa. Garance a vraiment assuré. C'est incroyable ce qu'elle a organisé. Garance, celle qui dérangeait, celle qu'on avait exclue, celle qui, à cet instant précis, était assise dans son petit appartement de Marseille, seule, calme, en train de boire un thé à la bergamote. 18h. J'ai regardé l'horloge murale de ma cuisine. La petite aiguille venait de toucher le 6. Il devait arriver. Les voitures se garant devant la villa, les portières qui claquent, les enfants qui courent, l'excitation. On est arrivé. C'est encore plus beau que sur les photos. Puis, l'entrée dans le hall, le sourire de l'hôtesse. « Bonjour, bienvenue à la Villa Azur. Vous avez une réservation ?»« Oui, au nom de Louvel. » Garance Louvel, le cliquetis du clavier, le froncement de sourcils. « Louvel, attendez. » Le silence qui s'étire. « Je suis désolée, mais cette réservation a été annulée. » J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé le visage d'Oriane, la confusion, l'incompréhension. « Comment ça, annulé ? Il doit y avoir une erreur. »« Non, monsieur. La réservation a été annulée mercredi dernier, par Madame Louvel elle-même. » Le choc, le regard qu'il devait échanger avec Éléonore, puis le réflexe. Sortir son téléphone, composer mon numéro. 18h05, j'ai rallumé mon téléphone, lentement. L'écran s'est allumé, et en quelques secondes, les notifications ont explosé. 4 appels manqués, 7 appels manqués, 15 appels manqués, 23 appels manqués, des messages, des dizaines de messages. « Maman, appelle-moi. Urgent. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, ils disent que tu as annulé. C'est quoi ce délire? Maman, réponds. On est devant l'hôtel. On ne comprend rien. Appelle-moi. » Le téléphone s'est mis à vibrer. Orient, appel entrant. J'ai regardé l'écran. Son nom, sa photo, ce sourire que je connaissais par cœur. J'ai décroché. « Allô? Maman, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que tu as annulé la réservation. C'est une erreur, pas vrai? » Sa voix était paniquée, tendue, presque agressive. « Ce n'est pas une erreur, Oriane. » Silence. « Quoi? J'ai annulé la réservation mercredi. J'ai eu un malaise. Je suis allée à l'hôpital. Les médecins m'ont conseillé du repos. Je ne pouvais pas venir.
Mais, on pouvait venir quand même. Toi, tu restais chez toi, mais nous, Non, ma voix était calme, froide, déterminée. C'était mon cadeau, Oriane. Mon cadeau pour toute la famille, pour nous. Si je ne pouvais pas être là, ça n'avait plus de sens. Mais maman, tu te rends compte? On est 12, avec des enfants. On est là, devant l'hôtel, et on n'a nulle part où aller. C'est la semaine du Nouvel An. Tout est complet, partout. Je suis désolée. Désolée? Tu es désolée? Tu te fous de moi? Sa voix tremblait. De colère, de panique. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas... Attends, tu as eu un malaise quand? Mardi soir. Mardi soir. Mardi, c'est le soir où je t'ai appelé? Oui. Nouveau silence. Plus lourd, plus long. Maman, tu n'as pas eu de malaise, c'est ça? J'ai fermé les yeux. Non. Alors pourquoi tu as fait ça? Ma voix s'est brisée. Juste un peu. Juste assez pour qu'il entende. Parce que tu m'as dit que je dérangeais. Silence absolu. Parce que ta femme a décidé que je n'avais pas ma place dans cette famille. Et que toi, tu as accepté. Parce que pendant 7 ans, j'ai tout accepté. Les humiliations, les silences, les exclusions. Mais là, c'était trop. Maman, j'ai payé cette villa Orient. J'ai payé les billets, les voitures, les restaurants, tout. 15 800 €. L'équivalent de 8 mois d'économie. Pour qu'on soit ensemble. Pour qu'on vive un moment en famille. Et ta femme a décidé que je n'avais pas le droit d'y être. Alors j'ai décidé que personne n'y serait. Mais c'est insensé. Tu ne peux pas... Il y a des enfants, maman. Tu penses aux enfants. Est-ce que toi, tu as pensé à moi? Ma voix était montée, pour la première fois. Est-ce que tu as pensé à ce que ça me faisait? Est-ce que tu as pensé une seule seconde à ce que je ressentais quand tu m'as annoncé que j'étais exclue de mes propres vacances? Non, tu n'as pas pensé. Parce que pour toi, j'étais juste un détail à gérer. Un problème à régler. Alors je l'ai réglé. Maman, s'il te plaît, on peut encore... Non, c'est fini, Orient. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne serai plus celle qui se tait, celle qui accepte tout, celle qui sourit pendant qu'on la piétine. Et j'ai raccroché. Mon téléphone a recommencé à vibrer immédiatement, mais je ne décrochais pas. Les appels se sont enchaînés. 47 fois. 47 appels en 2 heures. Des messages, des dizaines. Certains paniqués, d'autres furieux. Maman, on ne trouve rien. Tout est complet. Les enfants pleurent. Comment tu peux nous faire ça? Tu es cruelle. Je ne te reconnais plus. J'ai lu chaque message, sans répondre. Et quelque part, dans ma poitrine, quelque chose s'est ouvert. Pas de la joie, pas de la vengeance, juste une forme de libération. Parce que pour la première fois de ma vie, j'avais dit non. Et le monde n'avait pas explosé. Il avait juste vacillé, comme il devait vaciller. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine pendant 1 heure. Mon téléphone continuait de vibrer sur la table, comme un cœur qui bat, régulier, insistant, désespéré. Mais je ne le touchais pas. Je regardais juste les notifications s'accumuler. Appel, message, appel, Oriane, cousin Marc, Oriane, nièce Sophie, Oriane, 47 appels, j'ai compté. 47 fois où mon fils a essayé de me joindre en 2 heures. 47 fois où il avait besoin de moi. Étrange, non? Quand je dérangeais, il ne m'appelait jamais. Mais maintenant que j'avais pris une décision pour moi, j'étais devenue urgente, indispensable, nécessaire. La nuit est tombée sur Marseille. J'ai allumé une lampe dans le salon. Je me suis préparé un potage. Carottes, pommes de terre, rien d'extraordinaire. J'ai mangé lentement, en silence. Le téléphone avait fini par se taire, vers 20h30, comme si de l'autre côté, ils avaient abandonné. Ou peut-être qu'ils avaient retrouvé une solution. Un hôtel, un gîte, n'importe quoi. Marseille-Saint-Tropez, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours des solutions quand on cherche vraiment. Mais ce n'était pas mon problème, plus maintenant. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé la cuisine, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Et puis, à 22h15, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message, pas d'Orient, de Sophie, ma nièce, 42 ans. La fille de ma sœur cadette, décédée il y a 5 ans d'un cancer. Tante Garance. On a trouvé un hôtel à Hyères, 3 chambres. Ce n'est pas ce qui était prévu, mais on s'en sortira. Les enfants sont fatigués. On essaie de sauver ce qu'on peut de cette semaine. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais j'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. J'ai relu ce message 3 fois. Sophie, cette petite fille que j'avais gardée pendant des années quand ma sœur travaillait. Cette adolescente à qui j'avais expliqué les mathématiques autour de ma table de cuisine. Cette jeune femme que j'avais soutenue quand sa mère était tombée malade. Elle ne me jugeait pas. Elle s'inquiétait pour moi. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Pas de regret. Juste une tendresse. Une douceur pour cette nièce qui, même dans le chaos, pensait encore à moi. J'ai tapé une réponse. Ma chérie,
Je suis désolé pour le désordre. Je vais bien. Profite de cette semaine avec les tiens. Je t'aime. Simple, sobre, vrai. Puis j'ai éteint mon téléphone. Définitivement. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond. Sans rêve, sans cauchemar. Comme si mon corps avait enfin compris qu'il pouvait se reposer. Le dimanche matin, je me suis réveillé tard. 9 heures. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années. J'ai ouvert les volets. Le soleil de décembre entrait dans ma chambre. Doux, pâle, mais présent. J'ai fait du café, j'ai mis de la musique, du Debussy, clair de lune. Et je me suis assise sur mon canapé, avec un livre que je n'avais jamais pris le temps de lire. Pendant 3 jours, je n'ai pas rallumé mon téléphone. Dimanche, lundi, mardi, 3 jours de silence. 3 jours sans culpabilité, sans appel, sans reproche. 3 jours où j'ai été juste moi. Garance, pas la mère d'Orient, pas la belle-mère indésirable, pas celle qui dérange. Juste moi. J'ai marché le long du vieux port. J'ai bu des cafés en terrasse, j'ai lu, j'ai regardé les gens, les touristes, les familles. J'ai observé une petite fille qui donnait du pain aux pigeons, un vieil homme qui nourrissait les mouettes, un couple qui s'embrassait près du Fort Saint-Jean. La vie continuait, avec ou sans moi, avec ou sans Orient, et c'était libérateur. Le mardi soir, 31 décembre, j'ai rallumé mon téléphone, juste pour voir. 132 messages, 58 appels manqués. J'ai parcouru les messages, rapidement, sans vraiment lire. Orient, Éléonore, cousin Marc, nièce Sophie, oncle Robert. Certains messages étaient tendres, d'autres furieux, d'autres encore confus. Mais il y en avait un qui se détachait, envoyé lundi soir, 23h42. Orient, maman, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Éléonore est furieuse, les cousins aussi. Ils disent que tu es égoïste, que tu as gâché les vacances de tout le monde, que tu aurais dû nous prévenir avant qu'on parte. Je ne sais pas quoi leur répondre. Parce que je commence à comprendre, je commence à voir ce que j'ai fait, ce qu'on t'a fait. Mais c'est trop tard maintenant. Le mal est fait, de tous les côtés. J'espère que tu es heureuse, que ça en valait la peine. Parce que moi, je ne sais plus où j'en suis. J'ai relu ce message 5 fois. Je commence à comprendre ces mots-là. Enfin, après 7 ans, après des centaines d'humiliations silencieuses, il commençait à comprendre. Mais il avait raison sur un point. C'était trop tard. Pas pour se parler, pas pour se pardonner. Mais trop tard pour revenir en arrière, parce que quelque chose s'était cassé, quelque chose qui ne se répare pas. La confiance, l'innocence, cette croyance naïve qu'on a quand on est parent, que l'amour qu'on donne reviendra toujours. J'ai tapé une réponse, lentement, en pesant chaque mot. Mon chéri, je ne suis ni heureuse ni malheureuse, je suis juste en paix, pour la première fois depuis longtemps. Tu me dis que tu commences à comprendre. C'est déjà beaucoup. Mais comprendre ne suffit pas. Il faut agir, il faut choisir. Entre ce qui est confortable et ce qui est juste, entre plaire et respecter. Tu as 33 ans, Oriane. Tu n'es plus un enfant. Et moi, je ne suis plus celle qui accepte tout pour ne pas te perdre, parce que j'ai compris quelque chose. Si je dois me perdre moi-même pour te garder, alors je t'ai déjà perdu. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais je ne serai plus jamais celle qui dérange. Bonne année, mon fils. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai éteint le téléphone. La soirée du 31 décembre, je l'ai passée seule. Mais pas dans la tristesse. J'ai préparé un repas simple. Saumon, légumes rôtis, une coupe de champagne que j'avais achetée pour l'occasion. À minuit, j'ai ouvert la fenêtre de mon salon. Dehors, Marseille explosait. Feux d'artifice, cris de joie, klaxons. La ville entière célébrait l'arrivée de 2025. Et moi, debout à ma fenêtre, j'ai levé mon verre. Pas pour l'année qui venait, mais pour celle qui se terminait. Pour tout ce qu'elle m'avait appris. Pour cette douleur qui m'avait enfin réveillée. Pour ce courage que j'avais trouvé dans le silence d'un mardi soir de décembre. À toi, Garance, à ta dignité, à ton avenir. J'ai bu, lentement. Et dans le ciel de Marseille, entre 2 explosions de lumière, j'ai pensé à eux, à Orient, à Éléonore, aux cousins, aux enfants. Quelque part, dans un hôtel ailleurs, ils célébraient aussi. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils étaient silencieux. Peut-être qu'ils pensaient à moi, à ce qu'ils avaient en perdu. Pas une villa, pas des vacances de luxe, mais quelque chose de plus profond. La certitude, cette certitude qu'on a quand on sait qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous aime inconditionnellement, qui pardonne tout, qui accepte tout, qui sera toujours là. Cette certitude-là, je venais de la leur retirer. Et ils allèrent devoir apprendre à vivre sans. Comme j'avais appris, moi, à vivre sans eux. Le 1er janvier, je me suis réveillée avec une étrange sensation. Pas de joie, pas de tristesse, juste une forme de calme, de clarté, comme après une tempête, quand les nuages se dispersent et que le ciel redevient bleu. J'ai rallumé mon téléphone. Un seul message. Sophie.
Bonne année, tante Garance. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu mérites. Je t'embrasse fort. On rentre demain. J'aimerais te voir, quand tu veux, si tu veux. J'ai souri. Ma petite Sophie, celle qui n'avait pas jugé, celle qui était restée douce. J'ai répondu. Bonne année, ma chérie. Avec joie. Appelle-moi quand tu es rentrée. Puis j'ai regardé les autres messages. Rien d'Orient depuis mon dernier envoi. Rien d'Éléonore. Rien des cousins. Le silence. Ce silence que je connaissais si bien. Celui qu'on m'avait imposé pendant des années. Celui qui disait « Tu n'existes pas vraiment ». Mais cette fois, c'était différent. Parce que ce silence, je l'avais choisi. Et dans ce choix, il y avait une dignité nouvelle. Une force que je ne me connaissais pas. Les jours suivants ont été étranges. Un mélange de paix et de douleur. De liberté et de perte. Parce que même quand on pose un acte juste, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Je pensais à Oriane. À ce petit garçon que j'avais élevé seul. À ses premiers pas. Ses premiers mots. Ses premiers chagrins. Je pensais à toutes ces années où il avait été mon monde entier, et je me demandais comment on en était arrivé là, comment l'amour s'était transformé en distance, comment la proximité était devenue absence, mais je savais aussi que ce n'était pas de ma faute, pas entièrement. J'avais fait ce que je pouvais, j'avais donné ce que j'avais, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à nous voir, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous respecter. On peut juste décider de ne plus accepter d'être invisible, et c'est ce que j'avais fait. Le 3 janvier, Sophie est venue me voir. On a pris un café dans ma cuisine, comme avant, comme quand elle était petite et qu'elle me racontait ses journées d'école. Tante Garance, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'ai souri, doucement. Ta question est large, ma chérie. Je veux dire, Orient nous a dit que tu avais eu un malaise. Mais ensuite, Éléonore a dit autre chose. Elle a dit que tu avais tout annulé par méchanceté. Par méchanceté? Ces mots, pas les miens. J'ai respiré profondément. Je n'ai pas eu de malaise, Sophie. Pas physique, en tout cas, mais quelque chose s'est cassé, quelque chose que je portais depuis longtemps. À cause d'Orient, à cause d'Orient, à cause d'Éléonore, à cause de moi aussi peut-être, parce que j'ai accepté trop de choses, pendant trop longtemps. Sophie a hoché la tête, elle avait les larmes aux yeux. Je suis désolée, tante Garance, pour tout, pour ne pas avoir vu, pour ne pas avoir dit quelque chose. Tu n'as rien à te reprocher, ma chérie. Tu as ta vie, tes enfants, tu ne peux pas être partout, mais tu as toujours été là pour moi, toujours, et Chut, c'est bon, tu es là maintenant. C'est ce qui compte. On a pleuré ensemble, doucement, sans drame. Juste 2 femmes qui s'aimaient et qui se comprenaient. Avant de partir, Sophie m'a serré dans ses bras. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas encore. Vivre, je suppose, différemment. Et Oriane? J'ai haussé les épaules. C'est à lui de décider. S'il veut me voir, me parler, changer, je serai là. Mais je ne courrai plus derrière lui. Il t'aime, tu sais, à sa manière. Je sais. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi du respect, de la considération, de la présence. Sophie est partie, et je suis restée seule. Mais cette solitude-là était différente. Elle n'était plus subie, elle était choisie. Et dans ce choix, il y avait une forme de paix. Une paix fragile, mais réelle. Les semaines qui ont suivi le nouvel an ont été étranges, comme vivre dans un entre-deux, entre l'avant et l'après, entre la douleur et la guérison, entre l'attente et l'acceptation. Janvier 2025 s'est installé doucement, froid, pluvieux. Ces journées grises typiques de l'hiver marseillais où le Mistral souffle et où les rues se vident. Je continuais ma vie, mes courses, mes promenades, mes lectures, mais quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus en attente d'un appel, d'un message, d'une excuse. J'avais fermé cette porte, pas par colère, par nécessité, parce que j'avais compris qu'on ne peut pas mendier l'amour. On ne peut pas supplier quelqu'un de nous voir. Soit il nous voit, soit il ne nous voit pas. Et si quelqu'un choisit de ne pas vous voir, aucune supplication ne changera ça. Le 7 janvier, j'ai reçu un appel. Pas d'Orient, de Margot, de la Villa Azur. Bonjour Madame Louvel. Je vous appelle pour vous confirmer que le remboursement a bien été effectué. 7 900 €. Vous devriez voir le montant sur votre compte d'ici 2 jours ouvrés. Merci Margot. Je vous en prie. Et j'espère que vous allez mieux. Votre santé? J'ai souri. Même si elle ne pouvait pas me voir. Je vais beaucoup mieux. Merci. Tant mieux. N'hésitez pas si vous souhaitez réserver à nouveau. Nous serions ravis de vous accueillir. Elle a raccroché. 7 900 €. La moitié de ce que j'avais dépensé. Mais c'était déjà ça. De quoi reconstituer un peu mes économies. De quoi respirer jusqu'à ma prochaine retraite en février. Le 9 janvier, Sophie est revenue me voir, avec ses 2 enfants. Lucas, 7 ans, Emma, 5 ans. Ils se sont jetés dans mes bras en criant « Tati Garance !» et mon cœur s'est gonflé.
ces petits, ces innocents, qui m'aimaient, sans condition, sans jugement. On a passé l'après-midi ensemble, j'ai fait des crêpes, on a joué aux cartes, on a ri, et pendant quelques heures, j'ai oublié. J'ai oublié Orient, Éléonore, Saint-Tropez. J'ai juste été une tante, une arrière-cousine, quelqu'un qui comptait. Avant de partir, Sophie m'a prise à part. Tante Garance, je dois te dire quelque chose. Quoi donc? J'ai parlé avec Orient. Hier soir, il m'a appelé. Mon cœur s'est serré, malgré moi. Ah, il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Éléonore est furieuse contre toi. Elle dit que tu as humilié toute la famille, qu'elle ne te pardonnera jamais. Je vois. Mais Orient, il a dit quelque chose. Il a dit « Je crois que maman avait raison. Je crois qu'on l'a traitée comme si elle n'existait pas. » Il l'a dit, Tati, devant moi. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine. Pas de joie, pas de victoire, juste une tristesse profonde. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit qu'il devait te le dire à toi, pas à moi, que ça ne servait à rien de le dire dans mon dos si tu ne l'entendais jamais. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il avait peur, peur que tu ne lui pardonnes pas, peur que ce soit trop tard. J'ai regardé par la fenêtre. Les enfants jouaient dans la cour de l'immeuble. Leur rire montait jusqu'à mon appartement. C'est à lui de décider, Sophie. S'il veut me parler, il sait où me trouver. Mais je ne ferai plus le premier pas, plus jamais. Sophie a hoché la tête. Elle comprenait. Les jours ont continué à défiler. 10 janvier, 15 janvier, 20 janvier. Pas de nouvelles d'Orient, mais d'autres nouvelles sont arrivées. Par Sophie, par des cousins, par ce réseau invisible de la famille qui murmure et transmet. Apparemment, le séjour à hier ne s'était pas bien passé. L'hôtel était petit, bruyant. Les chambres sentaient l'humidité. Les enfants avaient été déçus. Ils avaient vu les photos de la villa Azur sur Internet. Ils avaient imaginé la piscine, les jardins, la vue sur la mer. À la place, ils avaient eu 3 chambres exiguës et un petit déjeuner continental médiocre. Le réveillon avait été tendu. Éléonore n'arrêtait pas de se plaindre, de dire que c'était inadmissible, que j'avais gâché leurs vacances, que j'étais une femme égoïste et manipulatrice. Orient ne disait rien. Il acquiesçait, mollement, comme d'habitude. Mais dans son silence, il y avait quelque chose de nouveau, un malaise, une gêne, parce qu'au fond de lui, il savait. Il savait que c'était lui qui avait tout déclenché. Lui qui m'avait appelé ce mardi soir pour me dire que je dérangeais. Lui qui avait validé l'exclusion. Les cousins, eux, étaient repartagés. Certains me soutenaient, discrètement. Ils comprenaient. Ils avaient vu, eux aussi, comment Éléonore me traitait, comment Orient m'oubliait. D'autres étaient furieux. Surtout ceux qui avaient des enfants. Ils disaient que j'avais exagéré, que j'aurais pu les prévenir avant qu'ils partent, que c'était cruel. Mais moi, je restais calme. Parce que je savais une chose, la cruauté n'est pas dans un geste ponctuel. La cruauté, c'est l'accumulation. C'est 7 ans d'humiliation silencieuse. C'est être mise au 3e rang du mariage de son fils. C'est être oublié dans les discours. C'est être toléré, jamais aimé. C'est entendre son fils dire « tu déranges » après avoir tout donné. Ça, c'est la vraie cruauté. Moi, j'avais juste posé une limite. Et si ça leur semblait cruel, c'est parce qu'ils n'avaient jamais connu de limite avec moi. Parce que j'avais toujours dit oui, toujours pardonné, toujours accepté. Et quand quelqu'un qui dit toujours oui dit enfin non, ça fait l'effet d'une explosion. Le 25 janvier, quelque chose s'est produit. J'étais au marché. Je cherchais des tomates, des belles, bien rouges. Mon téléphone a vibré. Un message. Orient. Mon cœur s'est arrêté. Juste une seconde. J'ai ouvert le message. Maman, est-ce qu'on peut se voir? S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Seul, sans Éléonore, juste toi et moi, comme avant, comme avant. Ces mots-là, ils m'ont transpercé, parce qu'il n'y avait plus d'avant. L'avant était mort le soir où il m'avait dit que je dérangeais. Mais malgré tout, malgré la douleur, malgré la distance, c'était mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais bercé, nourri, élevé. J'ai tapé une réponse. D'accord, quand? La réponse est arrivée immédiatement. Demain, je prends le TGV, je serai à Marseille à 14h. On peut se retrouver au Vieux-Port? D'accord, à 14h30, au café de la Caravelle. Merci maman, merci. J'ai éteint le téléphone. Mes mains tremblaient. Pas de joie, pas d'excitation, juste une appréhension. Parce que je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Parce que j'avais peur qu'il vienne juste pour me faire des reproches. Ou pire, pour me demander de m'excuser. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'ai tourné dans mon lit. J'ai regardé le plafond. J'ai imaginé 100 scénarios différents. Orient qui pleure, Orient qui crie, Orient qui s'excuse, Orient qui part. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à dormir. Je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai regardé le soleil se lever sur Marseille, et je me suis préparé.
Pas physiquement, mentalement, émotionnellement. J'allais voir mon fils, mais je ne savais plus qui il était, l'homme qui m'avait exclu ou le petit garçon qui me tenait la main. Le 26 janvier, à 14h25, j'étais assise à une table du café de la Caravelle, face au vieux port, face au bateau, face à cette mer que j'avais toujours connue. J'avais commandé un thé, je ne l'avais pas touché, je regardais juste les gens passer, les touristes, les pêcheurs, les mouettes qui criaient, et puis, à 14h30 précise, je l'ai vu, Orion. Il marchait vers moi, grand, mince, les mains dans les poches de son manteau gris. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, les traits tirés, comme quelqu'un qui n'a pas bien dormi depuis des semaines. Il s'est arrêté devant la table. « Bonjour maman, bonjour Oriane ». On s'est regardé, longtemps, sans rien dire, et dans ce silence, il y avait toute notre histoire, tout l'amour, toute la douleur, toute la distance. Il s'est assis, a commandé un café, noir, sans sucre, comme son père. Cette pensée m'a traversée, fugace, douloureuse. « Merci d'être venue, maman. C'est normal. » Non, ce n'est pas normal. Après ce que j'ai fait, après ce qu'on t'a fait, tu aurais pu refuser. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Je ne sais pas par où commencer. Par le commencement, peut-être. Il a souri, tristement. Le commencement, c'est quand, exactement? Quand j'ai rencontré Éléonore? Quand on s'est mariés? Quand j'ai commencé à t'oublier? Je ne sais pas, mon chéri. C'est à toi de me le dire. Il a baissé les yeux, a joué avec sa cuillère, comme quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. Je crois que ça a commencé le jour où Éléonore m'a dit que tu étais différente. Différente comment? Différente de sa mère, de ses amis, de son milieu. Elle disait que tu étais simple, que tu ne comprenais pas notre monde, que tu serais mal à l'aise dans nos soirées, dans nos dîners. Chaque mot était un coup, mais je ne bronchais pas. Et toi, qu'est-ce que tu as répondu? Rien. J'ai acquiescé, comme toujours. Pourquoi? Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient pleins de larmes, parce que j'avais peur. Peur de quoi? De la perdre, de perdre cette vie, ce monde qu'elle m'offrait, ses parents, leurs relations, leur argent, leur statut. J'avais peur que si je te défendais, si je la contredisais, elle me quitte. Et moi, tu n'avais pas peur de me perdre, moi? Sa voix s'est brisée. Non, parce que je savais que tu serais toujours là, que tu me pardonnerais toujours, que tu m'aimerais toujours, quoi qu'il arrive. Les larmes coulaient, maintenant, sur ses joues, sans bruit. J'ai pris ton amour pour acquis, maman. Pendant des années, je me suis dit que tu comprendrais, que c'était normal que je construise ma vie, que je m'éloigne, que je te vois moins. Je me suis dit que c'était ça, grandir. Grandir, ce n'est pas oublier d'où on vient, Oriane. Je sais maintenant. Il a sorti un mouchoir, s'est essuyé les yeux. Quand tu as annulé la villa, quand on s'est retrouvés devant cet hôtel, j'ai vu leur visage, Éléonore, les cousins. Tout le monde me regardait comme si c'était de ma faute. Et c'était de ma faute, parce que c'est moi qui t'ai exclu. C'est moi qui t'ai dit que tu dérangeais. C'est Éléonore qui l'a dit. Non, maman, c'est moi qui l'ai répété. C'est moi qui l'ai validé. C'est moi qui ai choisi de te blesser plutôt que de la contrarier. Il pleurait maintenant, vraiment, comme un enfant. Je suis désolée, maman, tellement désolée, pour tout, pour le mariage, pour les silences, pour les oublis, pour te traiter comme si tu n'existais pas. Je suis désolée. J'ai regardé mon fils, cet homme de 33 ans qui pleurait comme un petit garçon. Et quelque chose s'est ouvert dans ma poitrine. Pas de joie, pas de pardon immédiat, juste une forme de tendresse, douloureuse, fragile, mais présente. Orion, je t'entends. Je vois que tu souffres, mais des excuses ne suffisent pas. Il a relevé la tête. Je sais. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour réparer. Tu ne peux pas réparer, mon chéri. Certaines choses ne se réparent pas. Elles se transforment. Mais pour ça, il faut du temps. Et il faut des actes, pas juste des mots. Quels actes? Ça, c'est à toi de le découvrir. On est resté silencieux. Longtemps. Les mouettes criaient. Les bateaux tanguaient. La vie continuait autour de nous. Et Éléonore, tu lui as dit que tu venais me voir? Il a secoué la tête. Non, elle est à Paris. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle va être furieuse. Oui, mais je m'en fiche. Pour la première fois depuis 7 ans, je m'en fiche. J'ai posé ma main sur la sienne. Mon chéri, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne serai plus jamais celle qu'on oublie. Celle qu'on met de côté. Celle qui accepte tout. Si tu veux qu'on reconstruise quelque chose, il faut que tu comprennes ça. Je comprends, maman. Je te le promets. Les promesses sont faciles. C'est les tenir qui est difficile. Je sais. Mais je vais essayer. Je te le jure. On a fini nos boissons. Froidies. Presque intactes. Et puis Orion est parti. Seul. Vers la gare. Vers Paris. Vers sa vie. Mais avant de partir, il s'est retourné. Maman? Oui? Merci. Merci d'avoir dit non.
Merci de m'avoir montré qui j'étais devenue. Et il est parti. Je suis restée assise, longtemps, face à la mer, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de joie, juste de soulagement. Parce que quelque chose venait de se passer, quelque chose de fragile, mais de réel. Mon fils m'avait vu. Enfin, après le départ d'Orient, je suis restée assise au café pendant 1 heure. Peut-être plus. Le serveur est venu débarrasser nos tasses. Il m'a demandé si je voulais autre chose. J'ai commandé un autre thé, que je n'ai pas bu non plus. Je regardais juste la mer, les vagues, les bateaux, le ciel qui changeait de couleur à mesure que l'après-midi avançait. Et je réfléchissais à ce qui venait de se passer, à ces larmes dans les yeux de mon fils, à cette phrase qu'il avait dite « J'ai pris ton amour pour acquis ». Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, parce qu'ils étaient vrais, terriblement vrais. Pendant 33 ans, j'avais été la constante, celle qui pardonne, celle qui attend, celle qui aime sans condition. Et lui, il avait grandi en pensant que c'était normal, que l'amour d'une mère était un droit, pas un privilège, que je serais toujours là, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Et c'est exactement ce que j'avais été, jusqu'à ce mardi de décembre, jusqu'à ce que quelque chose se casse. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon téléphone. « Sophie, tante Garance, Orient m'a écrit. Il m'a dit qu'il t'avait vu, que vous aviez parlé. Comment ça s'est passé ?» J'ai répondu simplement. « On a parlé, vraiment, pour la première fois depuis longtemps. C'est un début, un début. C'était tout ce que c'était. Parce que les excuses ne suffisent pas. Les larmes ne suffisent pas. Il faut des actes, du temps, de la cohérence. Et je ne savais pas si Oriane en était capable. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Pas de nouvelles d'Orient, pas de messages, pas d'appels. Au début, ça m'a inquiété. Puis, je me suis dit que c'était peut-être normal, qu'il avait besoin de digérer, de réfléchir, de décider ce qu'il allait faire. Le 3 février, ma retraite est tombée sur mon compte. 1850 €. Pas grand-chose, mais suffisant pour vivre, pour payer mon loyer, mes courses, mes factures. J'avais travaillé pendant 42 ans pour cette retraite. De 1983 à 2024, 42 ans à me lever à 6 heures, à prendre le bus, à taper sur un clavier, à répondre au téléphone, pour 1850 € par mois. Mais je n'étais pas amère, parce que cette retraite, c'était ma liberté. C'était la possibilité de vivre à mon rythme, sans patron, sans horaire, sans pression. C'était le début d'autre chose. Le 8 février, j'ai reçu un appel, numéro inconnu. J'ai décroché, prudemment. « Allô, Madame Louvel ? Bonjour. Je suis maître Fabienne Mercier, avocate à Paris. Mon cœur s'est serré. Une avocate. Qu'est-ce qu'une avocate me voulait ? Bonjour, je vous écoute. Je vous appelle au nom de Madame Éléonore Beaumont, votre belle-fille. Ah, Éléonore, évidemment. Que me veut-elle ? La voix de l'avocate était froide, professionnelle, détachée. Madame Beaumont souhaite vous notifier qu'elle envisage de porter plainte contre vous pour préjudice moral et financier suite à l'annulation de la réservation à Saint-Tropez en décembre dernier. J'ai failli rire, vraiment. Porter plainte ? Pourquoi exactement ? Pour avoir causé un préjudice à un groupe de 12 personnes, dont des enfants mineurs, en annulant une réservation de dernière minute sans les prévenir. Madame Beaumont estime que votre geste était malveillant et calculé pour nuire. J'ai respiré profondément. Maître Mercier, j'ai annulé une réservation que j'avais moi-même payée. 15 800 € de ma poche. Une réservation pour laquelle j'avais été exclue par Madame Beaumont elle-même. Je n'ai commis aucun délit. J'ai juste exercé mon droit d'annuler ce que j'avais payé. Madame Louvel, je comprends votre position, mais non, vous ne comprenez pas. Dites à Madame Beaumont que si elle veut porter plainte, qu'elle le fasse, mais qu'elle sache que je suis prête à exposer publiquement les raisons de cette annulation, y compris les messages de mon fils me disant que je dérange, y compris les 7 années d'humiliation. Tout. Il y a eu un silence. Je vais transmettre votre réponse à ma cliente. Faites donc. Et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Éléonore, cette femme qui m'avait exclue, humiliée, effacée. Cette femme qui avait transformé mon fils en étranger, elle voulait maintenant me poursuivre en justice, pour avoir refusé de me laisser piétiner. J'ai appelé Sophie immédiatement. « Sophie, il faut que je te raconte. » Je lui ai tout dit. L'appel, l'avocate, les menaces. Sophie était furieuse. Elle est folle, complètement folle. Elle ne peut rien faire contre toi, tante Garance. Tu as payé, tu as annulé. C'est ton droit le plus strict. Je sais, mais elle veut m'intimider, me faire peur, me faire plier. Et tu vas faire quoi ? Rien. Je vais attendre. Si elle porte vraiment plainte, je me défendrai. Mais je ne céderai pas. Bravo, tante. Tiens bon. Le soir même, j'ai reçu un message. Orient. Maman. Éléonore vient de me dire qu'elle t'a fait appeler par son avocate. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Je lui ai dit d'arrêter. On s'est disputé. Violemment.
Elle dit que tu as détruit nos vacances. Je lui ai dit que c'était elle qui t'avait exclu. Elle ne veut rien entendre. Je ne sais plus quoi faire. J'ai relu ce message 3 fois. Je ne sais plus quoi faire. Mon fils, perdu entre sa femme et sa mère. Exactement là où je ne voulais pas qu'il soit. Mais c'était lui qui avait créé cette situation. Pas moi. J'ai répondu. Orion, tu dois faire un choix. Pas entre elle et moi, mais entre ce qui est juste et ce qui est confortable. Entre le respect et la soumission. Entre l'homme que tu veux être et celui que tu es devenu. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Pas même moi. Je n'ai pas eu de réponse. Les jours suivants ont été tendus. Je m'attendais à recevoir une assignation, à voir débarquer un huissier, mais rien n'est venu. Juste le silence. Et puis, le 15 février, Sophie m'a appelé. Tante Garance, tu ne vas pas le croire. Quoi donc? Éléonore a retiré sa menace de plainte. Comment tu sais ça? Orion me l'a dit. Apparemment, son avocate lui a expliqué qu'elle n'avait aucune chance de gagner, que le juge la débouterait immédiatement, qu'en plus, ça risquait de se retourner contre elle si tu décidais de porter plainte pour harcèlement. J'ai souri. Bien. Mais ce n'est pas tout. Orion a dit autre chose. Il a dit qu'il avait pris une décision. Quelle décision? Il ne veut plus que tu sois exclu. Il a dit à Éléonore que si elle continuait à te traiter comme ça, il partirait. Mon cœur s'est arrêté. Il a vraiment dit ça? Oui, il l'a dit. Devant moi, au téléphone. Il était calme, déterminé. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a raccroché, furieuse. Il ne se parle plus depuis 3 jours. J'ai fermé les yeux. Mon fils, mon petit garçon, il avait enfin posé un acte. Mais à quel prix? Sophie, tu crois qu'il va vraiment la quitter? Je ne sais pas, tante, mais je sais qu'il a changé. Quelque chose s'est cassé en lui. Quelque chose qui le maintenait dans cette soumission. Et maintenant, il voit vraiment. On a parlé encore un peu, puis on a raccroché, et je me suis assise dans mon salon, dans le silence. Je ne savais pas quoi ressentir. J'étais soulagée, fière, inquiète, triste, tout à la fois, parce que je n'avais jamais voulu ça. Je n'avais jamais voulu que mon fils divorce. Je n'avais jamais voulu détruire son mariage. Je voulais juste qu'il me respecte, qu'il me voie, qu'il se tienne debout. Les semaines suivantes ont été étranges. Février a laissé place à mars. Le printemps commençait à pointer. Les mimosas fleurissaient, les jours rallongeaient, et moi, je vivais dans une sorte de suspension. J'avais des nouvelles d'Orion, par message, court, factuel. Ça va, maman? Je réfléchis. Je prends du temps pour moi. Éléonore et moi, on essaie de parler. Mais c'est difficile. Je répondais brièvement, sans pression, sans jugement. Prends ton temps, mon chéri. Je suis là si tu as besoin. Mais je n'insistais pas, parce que ce n'était pas à moi de le sauver. C'était à lui de se sauver lui-même. Le 20 mars, j'ai reçu un appel. Oriane, pas un message, un appel. Maman? Oui, mon chéri. Je peux venir te voir? Ce week-end? Bien sûr, quand tu veux. Samedi. Je prends le train le matin. Je reste la journée. Si ça te va, ça me va. Le samedi 22 mars, Oriane est arrivé à Marseille à 10 heures. Je l'attendais à la gare. Quand il est descendu du train, j'ai vu immédiatement qu'il avait encore changé. Il avait maigri, les traits plus marqués, mais le regard plus clair, moins perdu, plus déterminé. On s'est embrassé, longtemps. Puis, on a marché, le long du vieux port, comme quand il était petit. On a parlé de tout, de rien, de la météo, des bateaux, des mouettes. Puis, on s'est assis sur un banc, face à la mer. Et là, il a parlé. Maman, j'ai pris une décision. Laquelle? Éléonore et moi, on se sépare. Mon cœur s'est serré. Orion? Non, laisse-moi finir. Ce n'est pas à cause de toi. Enfin, pas directement. C'est à cause de moi, de ce que je suis devenue avec elle, de cet homme que je ne reconnais plus. Tu es sûre de toi? Oui, pour la première fois depuis longtemps, je suis sûre. Il a pris ma main. Pendant 7 ans, j'ai vécu dans un mensonge. Je me suis dit que c'était ça, l'amour. Obéir, plaire, s'effacer. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la soumission. Et dans cette soumission, j'ai perdu tout le monde. Toi, moi, même elle, au fond. Elle sait? Oui, on en a parlé hier. Elle était furieuse. Elle a dit que c'était de ta faute, que tu m'avais monté contre elle. Je lui ai dit que non, que c'était moi, que j'avais juste ouvert les yeux. Comment elle a réagi? Elle a pleuré, puis elle a crié. Puis elle est partie chez ses parents. On doit se revoir la semaine prochaine pour parler des détails. L'appartement, les affaires, tout ça. J'ai regardé mon fils, cet homme de 33 ans qui venait de faire le choix le plus difficile de sa vie. Oriane, je suis fière de toi. Il a souri, tristement. Tu es la première à me dire ça. Mes amis pensent que je suis fou. Ses parents m'ont envoyé un message insultant. Même certains cousins disent que je fais une erreur. Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu penses.
ce que toi, tu ressens. Je me sens libre. Pour la première fois depuis 7 ans, je respire. On est resté assis là pendant longtemps, à regarder la mer, les bateaux, le ciel. Et dans ce silence partagé, quelque chose s'est réparé. Pas tout, mais un peu. Avant de repartir, Orion m'a serré dans ses bras. Merci maman. De quoi? De ne pas avoir cédé. De m'avoir montré ce que signifie avoir de la dignité. De m'avoir appris, même à 33 ans, qu'on ne doit jamais accepter d'être piétiné. C'est une leçon que j'ai apprise tard moi aussi. Mais tu l'as apprise, et tu me l'as transmise. Il est parti, vers la gare, vers Paris, vers sa nouvelle vie. Et moi, je suis rentré chez moi, le cœur un peu plus léger, parce que quelque chose s'était passé, quelque chose que je n'avais pas cherché, mais qui était arrivé quand même. La justice, pas celle des tribunaux, pas celle des avocats, mais celle de la vie, cette justice silencieuse qui fait que, tôt ou tard, les conséquences de nos actes nous rattrapent. Éléonore avait passé 7 ans à m'exclure, à m'humilier, à effacer mon existence, et maintenant, c'était elle qui se retrouvait seule. Oriane avait passé 7 ans à me prendre pour acquise, à m'oublier, à me mettre de côté, et maintenant, il devait reconstruire sa vie, seul. Moi, j'avais perdu du temps, de l'argent, des illusions, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, ma dignité, mon respect de moi-même, et la certitude que je ne serai plus jamais celle qui accepte tout. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et ce soir-là, en regardant le soleil se coucher sur Marseille, j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin de vengeance, parce que la vie s'en était chargée, naturellement, simplement, justement. Les mois ont passé, doucement, comme coule une rivière, sans bruit, sans drame, juste le mouvement naturel du temps qui avance. Mars, avril, mai. Le printemps s'est installé à Marseille. Les jacarandas sont fleuris. Les terrasses se sont remplies. La ville a repris des couleurs. Et moi aussi. Pas d'un coup. Pas comme dans les films. Mais petit à petit. Comme on guérit d'une blessure profonde. Il reste une cicatrice. Toujours. Mais la douleur s'estompe. Et un jour, on se réveille. Et on se rend compte qu'on peut à nouveau respirer sans que ça fasse mal. Oriane et Éléonore ont divorcé en avril. Un divorce rapide. Sans enfant. Sans bien commun compliqué. Juste la séparation de 2 personnes qui s'étaient trompées. Lui sur elle sur lui. Ou peut-être tous les deux sur ce qu'ils croyaient être l'amour. Oriane a déménagé. Un petit appartement dans le 11e arrondissement. 2 pièces, vue sur une cour intérieure. Rien de luxueux, rien de prestigieux. Mais c'était à lui. Et dans ce « à lui », il y avait une liberté nouvelle. Il m'appelait maintenant, régulièrement. Pas par obligation, par envie. « Salut maman, comment tu vas ? Bien mon chéri. Et toi ? Ça va, je m'habitue. C'est étrange de vivre seul. Mais c'est bien, je redécouvre qui je suis. Ces conversations-là, je les chérissais, parce qu'elles étaient vraies, simples, sans artifice, comme avant Éléonore, avant Paris, avant tout. En mai, il est venu passer un long week-end à Marseille, 3 jours, chez moi. Il a dormi sur le canapé du salon, comme quand il était étudiant et qu'il rentrait pour les vacances. On a cuisiné ensemble, on a marché le long de la mer, on a parlé de tout, de rien, de son travail, de ses projets, de ses regrets. Un soir, on était assis sur mon petit balcon. Le soleil se couchait, orange, rose, magnifique. « Maman, je peux te poser une question ? » ?»« Bien sûr. Est-ce que tu m'as pardonné ?» J'ai réfléchi, longtemps, parce que ce n'était pas une question simple. Le pardon, Orion, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint. Ce n'est pas un moment où on dit « c'est bon, c'est pardonné » et tout redevient comme avant. Alors c'est quoi ? C'est un chemin, un processus. Parfois, on pardonne un jour. Et le lendemain, la douleur revient. Et il faut pardonner à nouveau. Et encore. Jusqu'à ce que, petit à petit, ça devienne plus facile. Et toi, tu es où sur ce chemin ? Je suis en route. Je ne suis plus en colère. Je ne te veux pas de mal. Mais je ne suis pas encore complètement guéri. Pas encore. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Et je suis prêt à attendre. Le temps qu'il faudra. Ce n'est pas une question d'attendre, mon chéri. C'est une question de construire, de montrer, jour après jour, que les choses ont vraiment changé. Je vais le faire, maman, je te le promets. Et il a tenu parole. Les semaines suivantes, Orion a continué à m'appeler, à venir me voir, à être présent. Pas de façon étouffante, pas de façon culpabilisante, juste présent. Et dans cette présence, quelque chose s'est reconstruit, lentement, fragile, mais réel. En juin, Sophie m'a invité à un déjeuner, chez elle, dans sa maison à Aix-en-Provence. Il y avait les enfants, son mari, quelques cousins, et Orion. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble depuis Saint-Tropez, depuis le chaos, le scandale, les 47 appels. J'ai eu peur, en arrivant.
peur des regards, des jugements, des silences lourds. Mais quand je suis entrée, Sophie m'a serrée dans ses bras. Tante Garance, je suis tellement contente que tu sois là. Les enfants ont couru vers moi. Lucas, Emma, ils m'ont montré leurs dessins, leurs jouets, leurs histoires. Et petit à petit, la tension s'est dissipée. On a mangé, on a ri, on a parlé. Certains cousins m'ont présenté leurs excuses. Garance, on n'avait pas compris. On était en colère sur le moment. Mais maintenant, on voit. On voit ce que tu as vécu. Et on est désolé. D'autres sont restés distants, polis, mais froids. Et c'était normal. Tout le monde n'avait pas à me comprendre. Tout le monde n'avait pas à me pardonner. Mais ceux qui comptaient vraiment étaient là. Sophie, Orion, les enfants. À la fin du déjeuner, Orion m'a raccompagné à ma voiture. « Maman, merci d'être venue. C'est normal, mon chéri. »« Non, ça ne l'est pas. Après tout ce qui s'est passé, tu aurais pu refuser. Rester chez toi. Te couper de tout le monde. Mais je ne veux pas me couper de tout le monde. Je veux juste qu'on me respecte. Et on va le faire. Je vais le faire. Toute ma vie. » Il m'a embrassé. Fort. Longtemps. Et je suis rentrée chez moi. Le cœur un peu plus léger. Juillet est arrivé. Avec sa chaleur. Ses touristes. Ses plages bondées. J'ai pris l'habitude de me lever tôt. De marcher le long de la mer avant que la foule n'envahisse les rues. J'ai recommencé à lire. À écouter de la musique. À cuisiner des plats que j'aimais. J'ai retrouvé des amis que j'avais négligés pendant des années. Michel, 63 ans, ancienne collègue de la compagnie d'assurance. Simone, 68 ans, voisine de palier depuis 15 ans. On se retrouvait pour des cafés, des déjeuners, des balades. On parlait de nos vies, de nos enfants, de nos déceptions, de nos espoirs. Et je réalisais quelque chose. J'avais passé tellement d'années à être la mère d'Orion que j'avais oublié d'être Garance. Mais maintenant, je me redécouvrais. Et j'aimais cette femme que je devenais. Une femme qui disait non quand elle n'était pas d'accord. Une femme qui posait des limites. Une femme qui s'aimait assez pour ne plus accepter d'être piétinée. Le 15 août, Orion m'a appelé. « Maman, j'ai une surprise pour toi. »« Une surprise ? » ?»« Oui, je viens te chercher samedi. On part en week-end. »« Où ça ? » ?»« C'est une surprise. Fais juste ta valise. 2 jours. Prends des vêtements confortables. » J'ai ri. « D'accord. Je te fais confiance. » Le samedi 17 août, Orion est arrivé en voiture. Une voiture de location. Une petite Clio bleue. « Monte, maman. On y va. » On a roulé pendant 2 heures. Direction le nord, puis l'est. Et quand on est arrivé, j'ai compris. On était en Provence, dans un petit village perché. Gordes. Il avait réservé une chambre d'hôte. Simple, charmante, avec vue sur les collines de lavande. Qu'est-ce qu'on fait là, mon chéri? On prend du temps, ensemble, toi et moi, comme on aurait dû le faire depuis des années. On a passé 2 jours magnifiques, à marcher dans les champs de lavande, à visiter des villages, à manger dans de petits restaurants, à parler, vraiment parler, de son enfance, de mes sacrifices, de nos regrets, de nos espoirs. Un soir, on était assis à la terrasse de notre chambre d'hôte. Le soleil se couchait. Les cigales chantaient. « Maman, je veux te dire quelque chose. Je t'écoute. Pendant des années, j'ai cru qu'être un homme, c'était s'éloigner de sa mère, c'était construire sa vie ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Je croyais que la maturité, c'était l'indépendance totale. Et maintenant, je sais que j'avais tort. Être un homme, c'est savoir honorer ceux qui nous ont aimés. C'est savoir dire merci. C'est savoir se tenir debout, mais pas tout seul. C'est savoir garder des liens, tout en étant libre. Il a pris ma main. Tu m'as tout donné, maman. Ton temps, ton argent, ta vie. Et moi, je t'ai tout pris, sans jamais dire merci, sans jamais te donner en retour. Tu n'as rien à... Si, laisse-moi finir. Pendant 7 ans, j'ai laissé Éléonore t'effacer. J'ai laissé faire parce que c'était confortable, parce que ça évitait les conflits, parce que je me disais que tu comprendrais. Ses yeux brillaient, de larmes retenues. Mais ce soir de décembre, quand tu as annulé la villa, tu m'as donné le plus grand cadeau de ma vie. Quel cadeau? Tu m'as réveillé, tu m'as montré qui j'étais devenue, et tu m'as forcé à choisir entre le confort et la dignité, entre plaire et respecter. Et j'ai choisi, enfin. Je pleurais maintenant, sans bruit, sans honte. Mon chéri, merci maman, merci pour tout, pour m'avoir élevé, pour m'avoir aimé, pour ne pas avoir renoncé, même quand j'ai failli te perdre, même quand je ne le méritais pas. On est resté là, longtemps, main dans la main, à regarder le soleil disparaître derrière les collines. Et dans ce silence partagé, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix, la vraie, celle qui vient quand on sait qu'on a fait ce qu'il fallait, quand on sait qu'on s'est respecté, quand on sait qu'on a posé les bonnes limites. Et que, malgré la douleur, malgré les larmes, malgré le chaos, quelque chose de beau est né. Une relation nouvelle, plus saine, plus vraie, plus équilibrée. On est rentré à Marseille le dimanche soir.
Orion m'a raccompagné jusqu'à ma porte. À bientôt, maman. À bientôt, mon chéri. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et il est parti. Vers sa voiture. Vers Paris. Vers sa vie. Mais cette fois, je savais qu'il reviendrait. Pas par obligation. Pas par culpabilité. Mais par amour. Le vrai. Celui qui respecte. Qui honore. Qui choisit. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2025. Un an jour pour jour après cette soirée où tout a basculé. Cette soirée où j'ai reçu ce coup de téléphone. Maman, ma femme a annulé ton billet. Elle dit que tu nous déranges. 1 an, 365 jours. Qu'est-ce qui a changé depuis? Tout. Orion a divorcé. Il vit seul. Il se reconstruit. Mais il est libre. Vraiment libre. Éléonore, je ne sais pas ce qu'elle devient. Et je m'en fiche. Ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus ma douleur. Sophie et moi, on se voit régulièrement. Elle est devenue plus qu'une nièce. Une amie. Une complice. Les cousins, certains ont compris, d'autres non. Et c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être comprise par tout le monde. Et moi, je suis Garance Louvel, 61 ans, retraitée, divorcée du père d'Orion depuis 33 ans, mère d'un fils qui a enfin ouvert les yeux. Je vis dans mon petit appartement de Marseille, avec mes livres, ma musique, mes promenades au bord de la mer. Je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre, je ne suis pas extraordinaire, mais je suis debout, je suis digne, je suis respectée. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Hier soir, Orion m'a appelé. « Maman, qu'est-ce que tu fais pour ton anniversaire le mois prochain ?»« Rien de spécial. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux t'emmener quelque part. Juste toi et moi. 1 semaine. Où tu veux. »« Orion, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. Laisse-moi faire. Laisse-moi te montrer que j'ai compris. Que les choses ont changé. Que tu comptes. » J'ai souri, les larmes aux yeux. « D'accord, mon chéri. D'accord. On verra bien où ce voyage nous mènera. Mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais celle qu'on oublie. Celle qu'on met de côté. Celle qui dérange. Parce que j'ai appris quelque chose. On enseigne aux autres comment nous traiter. Si on accepte tout, ils nous prendront pour acquis. Si on pose des limites, ils nous respecteront. Si on se respecte nous-mêmes, le monde nous respectera. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à poser ses limites, à se respecter, alors tout cela aura eu un sens. Toute cette douleur, toute cette solitude, toutes ces larmes, elles auront servi à quelque chose, à me transformer, à transformer Orion, à montrer qu'on peut dire non, qu'on peut refuser d'être piétiné, qu'on peut choisir sa dignité, même quand ça fait mal, même quand ça coûte cher, même quand tout le monde nous juge, parce qu'au final, la seule personne avec qui on doit vivre toute sa vie, c'est soi-même. Et je veux vivre avec une femme que je respecte, une femme que j'admire, une femme qui a eu le courage de dire « Assez, cette femme, c'est moi, Garance Louvel, 61 ans, et je ne regrette rien. » Si vous m'écoutez aujourd'hui, si cette histoire a touché votre cœur, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de poser des limites. Vous avez le droit d'être respecté, même par ceux que vous aimez. Surtout par ceux que vous aimez. Parce que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Et vous méritez mieux que ça. Nous méritons toutes mieux que ça. Alors abonnez-vous, activez la cloche. Parce que chaque jour, une femme raconte son histoire. Chaque jour, une femme transforme sa douleur en sagesse. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une vie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas celle qui dérange, vous êtes celle qui compte. À très bientôt.